Fin de course pour 8 islamistes qui viennent d'être arrêtés à Gao par les forces armées de sécurité du Mali. Le procureur général près la cour d'appel de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal assure qu'ils seront traités avec tout le respect des normes requises en matière de guerre. 4 jours après sa visite au Mali, le président français François Hollande était face aux députés européens ce matin où il a appelé le Parlement à accompagner la mise en place effective de la MISMA. Sport, football, c'est demain que démarrent les matchs de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Les Zèbres du Mali vont affronter les Super Eagles du Nigeria et c'est avec sérénité qu'ils préparent cette importante rencontre. Un rendez-vous très attendu ici. Nous avons fait le tour de la capitale. Beaucoup de réactions dans cette édition. Voici pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. 8 islamistes arrêtés à Gao par les forces armées et de sécurité et mis à la disposition de la gendarmerie ont été présentés hier aux autorités judiciaires de Mopti. Ces 8 islamistes seront traités avec tout le respect des normes requises en matière de guerre. Le procureur général près la cour d'appel de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal nous donne ici plus de précisions. Il est au micro de Oumar Traoré. Les 8 individus, j'allais dire malfrats que vous venez de voir avec moi, effectivement sont des islamistes qui ont été appréhendés par la mission prévôtale côté est de Gao, cette mission de la gendarmerie qui évolue en temps de guerre aux côtés des forces armées. C'est cette mission donc qui a pu traquer ces 8 personnes. Je peux vous dire en gros, des premiers éléments recueillis à chaud par les enquêteurs, il ressort qu'il y a 6 Maliens parmi ces 8 personnes, un Nigérien et un Algérien aussi. Je peux également vous dire que sur ces 8 personnes, il y a eu 3 combattants de ACNI, sans équivoque. Le Nigérien a été pratiquement ramassé après une frappe là, derrière un véhicule. Maintenant, par rapport aux Maliens, il y a un certain Sidou Maïga, qui était tailleur de son état, et tous, autant qu'ils sont, étaient en intelligence avec justement ACNI, ces groupes terroristes qui ont sémé la torpeur dans notre pays. Tous ceux qui seront arrêtés, appréhendés dans le cadre de ces activités, seront conduits à Bamako. Bamako, pourquoi? Comme je l'ai dit tantôt, parce que c'est Bamako qui est désigné pour conduire, pour justement conduire l'information qui est ouverte sur ces affaires. Voilà, c'était là le procureur général près la cour d'appel de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal Al-Fisseini Diop au micro de Oumar Traoré. Le colonel-major El Hadj Gamou, qui s'était positionné au Niger avec une troupe d'environ 500 hommes, a regagné Gao pour assurer la sécurité de cette ville. Depuis Gao, il a démenti les allégations selon lesquelles les Touaregs seraient victimes de discrimination et de ségrégation. Envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diara et Massa Doumbia. Contrairement à ce que pensent certains, les Touaregs et Arabes ne sont pas l'objet de ségrégation dans l'armée malienne ni dans les autres établissements publics de notre pays. Cette déclaration est du colonel-major El Hadj Gamou. Il vient de regagner les bercailles depuis le mercredi dernier, après un séjour de 9 mois au Niger. Le commandant du groupement ici, c'est un nomade du nord du Mali, de la garde nationale. La gendarmerie, même chose. À Tombouctou, même chose. À Ménéka, c'est un colonel Touareg qui était le chef militaire. Partout, partout. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une injustice au niveau des forces armées de sécurité envers les Blancs, ou envers les Touaregs et envers les Arabes. Le colonel-major, à la tête d'un groupement tactique interarmes, mène des opérations de sécurisation dans la ville de Gao et au-delà avec les Nigériens et les Français. L'officier supérieur s'est dit prêt à accomplir des missions futures dans la région de Kidal. Ce que le MNLA a fait est très grave car il est à l'origine de tous ces crimes. La déclaration a été faite par le chef de l'UMP, parti d'opposition de la droite française. C'était au cours d'une rencontre avec la représentation de la communauté malienne en France. Le chef du principal parti d'opposition, qui était aussi le parti au pouvoir au début de la crise malienne,
a exprimé sa solidarité au peuple malien et son engagement à appuyer toutes les actions du gouvernement français dans la recherche d'un soutien à la crise malienne. Reportage Magamfi Konaté. Évry est une ville nouvelle, jeune, qui compte beaucoup de citoyens issus d'Afrique et de bien d'autres pays et de bien d'autres continents, mais évidemment beaucoup du Mali. Nous avons cette relation avec les villes de Bamako et de Caille. Le conseil municipal que j'ai animé pendant plusieurs années est composé de Français de différentes origines. J'en fais partie d'ailleurs aussi, mais il y a aussi des élus, des femmes notamment, qui sont originaires du Mali. Donc c'est une source de fierté. Et nous voulons dire notre amitié, notre amour pour ce pays qui est un pays magnifique, qui est un pays qui a été une démocratie exemplaire, pacifique la plupart du temps, fait de femmes et d'hommes qui veulent s'en sortir. Donc c'est normal que dans ce moment difficile, mais de joie aussi, avec la visite du président de la République aujourd'hui, nous soyons aux côtés des Maliens, une nouvelle fois. Monsieur le ministre, l'intervention de la France a été vivement saluée et accueillie par les Maliens, mais de plus en plus de voix s'élèvent et s'indignent par rapport à l'attitude de la France vis-à-vis du MNLA. Et on a l'impression que la France veut remettre le MNLA en selle pendant qu'il n'existe plus. Quel message fort avez-vous à ce niveau? Le seul message que nous puissions faire passer, c'est que, notamment dans le cadre du processus démocratique et de la prochaine élection présidentielle qui va reprendre, le dialogue politique s'instaure de nouveau entre les différentes forces politiques. Le président de la République l'a dit aussi aujourd'hui, tous ceux et toutes celles qui veulent participer aux élections démocratiques pourront le faire. Et c'est au peuple malien de choisir ses dirigeants, notamment pour que l'intégrité du Mali retrouvée soit renforcée en respectant chacun. Le Mali est divers et en même temps il est profondément attaché à son unité et à sa nation. Ne créons pas de faux débats. Ce n'est pas la France qui va choisir ceux qui doivent diriger le Mali. Bien au contraire, c'est aux Maliens de le faire. Une interview réalisée par Magamfi Konaté devant le Parlement européen. Le président français François Hollande a justifié ce mardi l'opération Serval. Il a d'ailleurs plaidé pour un financement rapide de l'intervention au Mali. Cela fait plusieurs semaines que les membres du Parlement européen l'attendaient sur l'intervention de son pays au Mali. Et François Hollande a répondu présent. Ce mardi à Strasbourg, le chef de l'État français a justifié l'opération Serval. Au cours d'une conférence de presse, il a souligné que la France, grâce à ses bases en Afrique et à ses capacités militaires, était le seul pays européen en mesure de stopper la progression rapide des groupes djihadistes vers Bamako. Aucun pays européen, dans la situation que l'on sait, ne pouvait se substituer à nous, voire venir avec nous dans un délai aussi court. Donc je n'ai pas de critique à adresser à l'Europe. J'ai simplement un avertissement à lui lancer, c'est-à-dire que pour l'avenir, nous devrions avoir les dispositions qui nous permettent d'avoir la projection nécessaire. François Hollande demande aux États membres de l'Union européenne de contribuer massivement au financement de la mission internationale d'assistance au Mali. L'intervention du président français se déroule pratiquement au moment où la communauté internationale se mobilise en faveur de ce pays. De hauts responsables africains, européens et des organisations internationales se sont réunis ce mardi à Bruxelles. À l'ordre du jour, plusieurs points, dont les droits de l'homme au Mali. Nous sommes extrêmement attentifs à ce que les droits humains soient respectés, qu'il n'y ait pas d'exaction, qu'il n'y ait pas de vengeance, parce que cela pourrait compromettre la stabilité dans la durée, la mise en œuvre du processus politique. Le monde entier doit se coaliser autour de nous pour nous permettre de chasser les narco-djihadistes de notre territoire. Évidemment, nous nous recueillons devant toutes ces difficultés qui sont créées à nos populations. Ceux qui perdent la vie, nous le regrettons, mais nous devons libérer notre territoire. La solidarité internationale souhaitée par Bamako devrait aboutir au déblocage de l'aide pour la stabilisation et la reconstruction du Mali. C'est sans doute la meilleure manière pour la communauté internationale de saluer l'opération Serval, décidée et pilotée par François Hollande. Retour ici au Mali, en 5e région, le gouverneur de la région de Mopti a rendu visite aujourd'hui
aux 6 militaires togolais blessés dans un accident de la circulation survenu le 1er février entre San et Mopti sur la route nationale 6. Le gouverneur Ibrahima Hamma Traoré est venu s'enquérir de leur état de santé et leur souhaiter un prompt rétablissement au nom des plus hautes autorités du Mali, compte rendu Yacouba Maïga. Front dans le cadre des combats contre les islamistes armés. C'est arrivé au niveau de Téné, dans le cercle de sang sur la route nationale numéro 6, que le véhicule transportant les troupes s'est renversé, faisant du coup un mort et 6 blessés parmi les militaires togolais. Les 6 blessés ont été admis à l'infirmerie de la garnison de la 6e région militaire à Sévaré, où ils ont reçu ce mardi la visite du gouverneur de la région de Mopti. C'est tout d'abord pour leur transmettre les salutations des hautes autorités du pays. Ensuite, les souhaits des mêmes autorités pour une prompte guérison de tous les blessés de nos camarades militaires togolais. Et de façon toute particulière, adresser nos remerciements et notre profonde reconnaissance au peuple togolais et en particulier à ses forces armées de sécurité qui sont venus se mettre avec les forces armées maliennes pour combattre les envahisseurs. Notons que le corps du militaire togolais qui a perdu la vie dans cet accident a été rapatrié sur place à Bamako. Le Mali tout entier lui est reconnaissant et prie pour le repos de son âme. Voilà, toujours par rapport à cet accident, le sergent Tchango, athée soldat du contingent togolais, a été victime d'un accident de la route lors d'une patrouille entre San et Sévaré. C'est ici, à la base 101 de l'armée de l'air, que les derniers hommages lui ont été rendus en présence des autorités militaires maliennes, de la France et de la sous-région. Après ce cérémonial, le corps du soldat tombé sur le champ de l'honneur sera rapatrié donc dans son pays, le Togo. Voilà, vous voyez sur ces images, hommage rendu au sergent Tchango Até, soldat du contingent togolais, qui a été victime d'un accident de la route lors d'une patrouille entre San et Sévaré. Voilà, sur ces images, hommage à ces soldats togolais. Vigilance, efficacité sur l'étendue de la région de Sikasso, les forces armées de sécurité de la localité, depuis le début des opérations pour démanteler les forces du mal, ont renforcé leurs dispositifs pour assurer la quiétude des populations. ORTM Sikasso, c'est Koukonati. Région Carrefour ouvrant sur 3 frontières, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, la région de Sikasso au sud du pays se trouve à l'opposé du théâtre des opérations. Depuis quelques jours, les forces armées maliennes, appuyées par les forces françaises et africaines, ont mis en déroute les forces du mal qui s'étaient appropriées une partie de notre pays. Cette déroute a conduit à une dispersion des djihadistes, narcotrafiquants et autres terroristes. Une situation à même de troubler la quiétude des populations. Mais au sud, les forces de sécurité veillent au gré pour couper toute retraite. Dans la région de Sikasso, la situation sécuritaire est calme. En ce qui concerne les dispositions prises, les patrouilles sont organisées tous les jours. Des cas sont signalés par... Bon, c'est-à-dire que quand on voit un suspect, il est immédiatement dénoncé à la gendarmerie et les dispositions sont prises et des investigations sont menées. Aucun cas djihadiste pour le moment ne nous a été signalé. Côté police, sur l'étendue de la région, le dispositif est renforcé. Il y a des patrouilles que nous effectuons qui ne sont pas connues de la population. Là, ces opérations sont effectuées par des agents en tenue civile, mais indépendamment de ça, il y a des patrouilles ordinaires que nous effectuons en tenue et à bord de véhicules de police. Le cordon douanier, à l'image de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et de l'armée, joue pleinement un rôle de rempart. À partir du 7 janvier, il y a la direction générale des douanes aussi qui nous a donné des instructions par rapport au contrôle des moyens de transport. Ces instructions ont été répercutées au niveau de toutes les structures, de contrôler non seulement les véhicules transportant des marchandises, mais aussi les véhicules vides qui rentrent ou qui sortent du territoire. Des résultats de sécurisation des personnes et de leurs biens qui résultent d'une parfaite collaboration avec les populations. Une collaboration à hauteur de souhait
qui doit être soutenu par une plus grande clairvoyance. Ce n'est pas une chasse aux peaux blanches, parce que parmi les rebelles, parmi nos assaillants, il y a même des peaux noires. Ce que je vais demander seulement, c'est de collaborer, donner des informations aux services de sécurité, afin que celle-ci soit beaucoup plus efficace. Nous demandons à la population d'être vigilante, de juger les gens à l'acte, même pas d'aller sur la base de présomptions pour agir. Ensemble au coude à coude, pour plus de collaboration avec nos forces de sécurité, et la victoire est à nos portes. L'ambassadeur de Chine au Mali a remis cet après-midi au ministre de la Santé des lots de médicaments et une ambulance pour un coût de 264 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée à l'hôpital du Mali devant l'ensemble du personnel, la direction de l'hôpital et l'équipe médicale chinoise. Reportage Mahamadou Doumbia. Des lots de médicaments, une ambulance et des équipements médicaux de très haute performance pour un coût global de 264 millions de francs CFA. C'est le don que vient de faire la République populaire de Chine à l'hôpital du Mali en ces moments difficiles pour notre pays. Ce sont au total 48 appareils dont nous faisons aujourd'hui la remise, soit une valeur de près de 264 millions de francs CFA, y compris ambulance, équipement de la radiographie, installation à ultrasons, s'y ajoutent d'autres équipements médicaux de pointe. Fruit de la coopération et de l'amitié sino-malienne, l'hôpital du Mali, hôpital de 3e référence, bénéficie aussi de l'appui qualitatif d'une équipe chinoise de 31 personnes. Nous sommes très heureux de constater qu'il y a une parfaite collaboration entre professionnels chinois et maliens. Ils travaillent main dans la main dans le cadre d'une intégration parfaite. C'est-à-dire qu'ils opèrent ensemble, ils consultent ensemble. Vraiment, c'est une harmonie parfaite au niveau de l'hôpital du Mali. Le ministre de la Santé a rappelé l'exemplarité de l'amitié sino-malienne et a remercié l'ambassadeur de Chine pour ses dons assez significatifs. Je voudrais spécifiquement signaler la précieuse contribution de la mission médicale chinoise dans la gestion sanitaire de la crise actuelle, notamment la prise en charge des blessés des événements du Nord. Il ne fait aucun doute que la parfaite collaboration entre professionnels chinois et maliens au sein de l'hôpital du Mali est un gage de succès dans la prise en charge des patients, ce qui renforcera une notoriété qui a déjà été bâtie par la précédente mission médicale et qui sera une autre source d'affirmation de l'excellence prônée par l'hôpital du Mali et qui lui vaut une affluence croissante. Inauguré le 23 septembre 2010, l'hôpital du Mali compte aujourd'hui 137 personnes, toutes spécialités médicales confondues. 5 tonnes de riz, c'est la quantité réceptionnée par l'épouse du président de la République par intérim, Traoré Mintou Doucouré. Ce don de la Fédération pour la paix universelle sera réparti entre les épouses des militaires qui sont au front et les déplacés des régions nord du Mali vivant ici à Bamako. Une contribution à la chaîne de solidarité créée pour venir en aide à ces groupes cibles. La cérémonie de réception a été l'occasion pour Traoré Mintou Doucouré d'exhorter les uns et les autres à manifester leur solidarité à l'endroit de ces bénéficiaires et des Maliens réfugiés. Donc c'était là 5 tonnes de riz, c'est la quantité réceptionnée par l'épouse du président de la République par intérim, Traoré Mintou Doucouré. Les actions de soutien aux populations du nord du Mali se poursuivent. 2 entreprises, dont une française et l'autre sénégalo-malienne évoluant dans le domaine de la sécurité alimentaire, viennent d'emboîter le pas. Elles ont offert cet après-midi à la Croix-Rouge malienne 80 tonnes de riz d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Cet appui permettra à la Croix-Rouge de faire face aux conséquences de la crise alimentaire qui sévit au nord du Mali. Compte rendu, Abdrahman Maïga. 1600 tonnes de riz importés d'une valeur de 25 millions de francs CFA en appui à la Croix-Rouge malienne pour les besoins des populations du Nord en détresse. Telle est en substance la contribution de 2 entreprises citoyennes, dont l'une française et l'autre sénégalo-malienne. Ces entreprises évoluant dans le domaine de la sécurité alimentaire ont pour nom l'US Dreyfus Commodity et la Société de distribution et de commerce. Ces sociétés décident à travers un partenariat vieux de plus de 10 ans d'apporter leur contribution à l'effort de construction nationale.
Par cet acte, elle ambitionne d'aider le Mali à faire face aux nombreuses conséquences de la crise. Les événements qui ont touché le pays depuis maintenant plus d'un an nous ont évidemment touchés, affectés au premier point. Donc pour nous, c'est quelque chose de tout à fait naturel qui vient naturellement d'essayer d'apporter un appui, un soutien aux populations les plus démunies. En tant que Malien et avec émotion, j'ai vécu les événements de ces derniers mois, touché par les épreuves que traverse mon pays. Je suis très fier aujourd'hui de pouvoir apporter ma modeste contribution à l'effort national par ce don que j'ai fait aujourd'hui. En recevant cet appui de 80 tonnes de riz, le président national de la Croix-Rouge malienne a remercié ces deux entreprises pour leurs gestes combien de fois indispensables pour nos compatriotes. Des populations qui, sous les effets conjugués de la crise qu'a connu le Mali, sont confrontées à une insécurité alimentaire sans précédent. La présente cérémonie apparaît dès lors très importante et significative. Elle permettra de renforcer la résilience des communautés qui en bénéficieront très vite, comme vous le souhaitez. Et elle permettra ainsi, et c'est là, c'est notre objectif ultime, de jouer pleinement leur partition dans ce concert de développement socio-économique de notre cher Mali. Pour venir à bout de ce fléau, une mobilisation de l'ensemble de tous les acteurs, y compris les partenaires techniques et financiers, s'avère indispensable. C'est pourquoi les généreux donateurs qui ne sont pas à leur première expérience au Mali ambitionnent de multiplier les actions de ce genre au profit des populations sinistrées. Ce que le MNLA a fait est très grave car il est à l'origine de tous ces crimes. La déclaration a été faite par le chef de l'IMP, parti d'opposition de la droite française. C'était au cours d'une rencontre avec les représentations de la communauté malienne en France. Le chef du principal parti d'opposition, qui était aussi le parti au pouvoir au début de la crise malienne, a exprimé sa solidarité au peuple malien et son engagement à appuyer toutes les actions du gouvernement français dans la recherche d'un soutien à la crise malienne. Compte rendu, Makamfi Konaté. L'importance qui nécessitait que... D'un côté, Jean-François Copé et les cadres de l'UMP, en face d'eux, les représentants de la communauté malienne. Le ton est donné par le vice-président du Conseil de base des Maliens de France, qui interpelle le chef de l'opposition en ces termes. Pourquoi le gouvernement de droite n'a rien fait pour empêcher le MNLA de déstabiliser le Mali? Jean-François Copé répond. Tout ce que vous avez dit les uns et les autres est parfaitement juste. On ne se ment pas ici. Et ce qu'a fait le MNLA est extrêmement grave, puisqu'il est à l'origine de cette sécession et de ces violences. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir, poursuit le patron de l'UMP. L'UMP s'engage devant la communauté malienne à soutenir le gouvernement français dans ses efforts. J'ai souhaité apporter mon soutien à l'intervention militaire. Je considère que face à la situation tragique que connaît le Mali, le fait que des soldats français sont engagés, des ressortissants soient menacés, que des otages soient menacés également, il était capital que le grand parti de la droite républicaine qu'est l'UMP et du centre soit aux côtés du président de la République dans cette intervention militaire. Je l'ai dit à l'ensemble de mes amis maliens et franco-maliens qui nous ont rejoints ici à l'UMP. Nous avons été très sensibles à l'accueil réservé au président français par la population, aussi bien à Bamako qu'à Tombouctou. L'UMP s'est également engagé à lancer dans les semaines à venir un mouvement de solidarité pour les déplacés maliens. Les deux partis ont convenu de se revoir pour poursuivre les échanges. Voilà toutes nos excuses par rapport à ce sujet lancé il y a de cela quelques instants. Un sujet donc qui parlait de Manuel Valls. Donc toutes nos excuses par rapport à ce sujet. En 5e région, après la liberté retrouvée à Konna et Douanza, le gouvernement du Mali, à travers le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, s'est fait le devoir d'aller vers les populations éprouvées et ces deux villes pour leur exprimer la compassion, de la solidarité des plus hautes autorités du pays. Le docteur Mahamadou Sidibé, accompagné des autorités régionales, a pu constater sur le terrain les dégâts causés et évaluer la situation humanitaire. Yacouba Maïga. Il n'y a pas de doute que les villes de Konna et de Douanza sont aujourd'hui libres de toute occupation djihadiste. Visiblement, l'espoir renaît chez les populations et la vie reprend de plus belle. Mais il est évident aussi que le passage de ces terroristes sans loi ni foi a causé des dégâts importants et paralysé les activités socio-économiques et culturelles. C'est en cela que la présence du ministre en charge de l'action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées au chevet des populations trouve toute son importance.
En plus du salut du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, il est de notre obligation en tant que ministère en charge de l'action humanitaire de nous rendre sur place pour essayer de voir exactement comment nous pouvons appuyer ces populations. Vous avez entendu les ONG qui n'arrêtent pas de dire la situation humanitaire est catastrophique. C'est vrai, elle est inquiétante, elle est alarmante. Mais vous avez vu vous-même aujourd'hui que les populations sont paisibles et que la vie continue tout doucement et qu'il n'y a pas de grosses carences. À Konna comme à Douanza, la liberté retrouvée paraît pour les habitants un nouvel horizon pour le Mali. Et c'est tout à l'honneur des plus hautes autorités maliennes à travers l'armée malienne et ses alliés français et africains qui plus d'une fois déjà ont montré leur volonté de restaurer à tout prix l'intégrité territoriale du Mali et de créer un climat de paix, d'entente et de solidarité entre tous les fils du pays. Il faut qu'on accepte, qu'on pardonne et que nous essayons de vivre toujours comme ensemble en parfaite symbiose. Il faudrait bien que l'État nous assiste rapidement pour que les activités économiques et administratives reprennent. Outre le message de compassion et de solidarité du gouvernement transmis aux populations de Konna et de Douanza, le ministre Sidibé leur a remis 40 tonnes de riz, dont 10 tonnes pour Konna, 20 tonnes pour Douanza et 10 tonnes pour la ville de Ombouri. De l'alimentaire toujours, plus de 4400 tonnes de riz en stock à des prix abordables. Telle est la situation à ce jour des stocks de céréales à Mopti. L'accès des populations aux denrées de première nécessité sur la ligne de front sera préservé, quelle que soit la durée que prendra la reconquête des régions du Nord. Les opérateurs céréaliers rassurent qu'ils ne failleront pas à leur devoir. Reportage de nos envoyés spéciaux Moussa Arimaïga, Aliou Touré. En ce qui concerne les céréales, rien que cette semaine, nous avons relevé en riz plus de 4400 tonnes auprès des différents grossistes. Nous sommes ici à Mopti, à la rencontre de certains opérateurs céréaliers qui rassurent déjà que quelle que soit la durée que prendra la reconquête des régions du Nord, ils seront face à leurs devoirs. Nous avons à peu près ici 5000 tonnes de céréales disponibles dans la région, à peu près 1000 tonnes dans 7 magasins. Nous avons à peu près 4 magasins de chez Jar, sinon 5. Et nous avons des camions disponibles qui sont sur la route qui devront venir ici. Nous rassurons la population qu'on aura beaucoup de stocks qui peut être suffisant pour soutenir quand même la population du Nord, quelle qu'en soit la durée de guerre. Beaucoup de céréales, certes, sur le marché en région de Mopti, mais du grossiste au demi-grossiste jusqu'au commerçant détaillant, nous sommes allés cette fois à la rencontre des prix sur la digue à Mopti. Il y a des céréales quand même, mais ça ne marche pas. Pourquoi? C'est parce que les gens qui paient le céréales ne viennent pas maintenant. Bon, nous, on n'a pas senti pour le moment d'abord. Mais c'est par là ça qu'on a senti. Parce que ça n'est qu'à l'eau de Royara. Nous ne pouvons pas faire au lieu de Bassan. Mais nous, maintenant, nous sommes un peu en crise. Comme on le voit, c'est un marché bien ravitaillé, certes, où céréales et prix tiennent la route pour une région qui rassure davantage les populations maliennes en termes de suivi. Le bilan prévisionnel céréalier de la région de Mopti a dégagé 20 mois de consommation disponible. L'appel que j'ai à lancer aux consommateurs, c'est de se rassurer. En Mopti, ici, les stocks évoluent favorablement et il n'y a pas de pénurie à craindre. Les approvisionnements se feront régulièrement. Sur un tout autre plan, informer et sensibiliser les acteurs en charge de la gestion publique sur la recevabilité. Le sujet était au centre d'un atelier qui s'est tenu ce matin à Bamako. Organisé par le ministère en charge du travail, de la formation, de la fonction publique et des relations avec les institutions, la rencontre vise l'amélioration de la gestion des affaires publiques et la qualité des services offerts aux citoyens. Adama Kodjo. La satisfaction des besoins individuels et collectifs des citoyens est une mission capitale assignée aux différentes structures publiques de l'État. La qualité du service rendu fait souvent l'objet de critiques de la part de la société de plus en plus exigeante, d'où l'importance de cette rencontre sur la redevabilité. Cet atelier vient à point nommé pour nous rappeler les principes de la redevabilité et sa place dans le dispositif de l'action publique. Il vise aussi à fournir aux participants une démarche méthodologique pour rendre effective la redevabilité, à l'intégrer dans toute démarche publique,
l'engagement, la responsabilité et l'imputabilité envers les citoyens, l'efficacité et la rigueur dans la gestion des affaires publiques. Il vise enfin à rappeler à tous les acteurs leur rôle pour la promotion de la redevabilité. Selon les ministres, la redevabilité est un élément essentiel de la gestion axée sur les résultats. C'est pourquoi le pays s'est engagé dans un processus d'institutionnalisation de la gestion. Pourquoi est-ce que le changement que l'on espère et que l'on appelle de tous nos voeux ne se produit pas? Et je crois qu'on trouve la réponse à cette question dans l'autocritique que l'on peut faire du travail que nous avons fait jusque-là. On trouve la réponse à cette question dans ce que cet atelier a décidé de faire. Durant 2 jours, la quarantaine de participants aura droit à des communications relatives, entre autres, à la vérification des comptes, au contrôle interne des services publics et au rôle de la société civile dans la redevabilité. L'Agence des technologies de l'information et de la communication a tenu ce matin la 9e session ordinaire de son conseil d'administration. Les administrateurs ont étudié et analysé les documents d'activité 2012 et le programme 2013. Le projet budgétaire 2013 a connu une baisse de plus de 30% par rapport à l'année dernière. Une baisse qui s'explique naturellement par la crise que connaît notre pays. Garibou Pérou. Au cours de ce conseil d'administration de l'Agence des technologies de l'information et de la communication, les administrateurs ont largement échangé sur l'apport de cette structure sur l'économie de notre pays. Si en 2012, le budget de cet établissement était à plus de 3 milliards de francs CFA, celui de 2013 est estimé à moins de 3 milliards de francs CFA. En termes d'appui à l'ensemble des départements, en termes de développement d'applications, l'AGETIC est resté très chargé au cours de cette année. On rêve en 2013, il nous faudrait à peu près 6 milliards de francs CFA. Malheureusement, nous ne sommes qu'à 2 milliards 800 millions de disponibles. Aujourd'hui, l'Agence des technologies de l'information et de la communication a atteint une certaine maturité selon le ministre de tutelle. Il est cependant important de passer à une phase d'informatisation et d'exploitation à grande échelle. L'AGETIC, faut-il le rappeler, est une agence à laquelle le gouvernement a confié des missions stratégiques, transversales. Ces missions capitales, dans la marche vers la société de l'information, devraient permettre à notre pays de bénéficier de la très grande valeur ajoutée que confèrent ces technologies, notamment une meilleure gouvernance à tous les niveaux. Cette 9e session ordinaire du conseil d'administration de l'AGETIC va aussi examiner 3 documents. Il s'agit du rapport d'activité 2012, appréciable malgré les difficultés qu'a connu le pays, le programme d'activité et le projet budgétaire 2013. Sur un tout autre plan, la police de Kadiolo s'active le long de la frontière. Elle vient de mettre la main sur un voleur de moto et ses receleurs. Le butin est considérable, c'est ce que nous dit Daouda Diakité. Son nom Madou Traoré, alias Madouni, natif du Folona, cet individu s'est spécialisé dans le vol à main armée. Il évoluait sur les axes Zégoua-Kadiolo ou Kadiolo-Fourou ou encore Fourou-Alhamdoulilah, un site d'orpaillage à la recherche d'engins à 2 roues comme les motos Jakarta. Armé d'un pistolet artisanal, il sèmera la panique durant de longs mois avant de croiser le chemin des éléments du commissariat de police de Kadiolo. C'était dans la nuit du 19 au 20 janvier 2013. Nous avons interpellé vers 2 h du matin le nommé Mamadou Traoré alias Madni en possession d'un revolver de 9 mm. Ces enquêtes minutieusement menées par mon unité ont permis à retrouver 10 motos et il a pour receleur Noum Ouattara qui est le premier receleur, le second receleur Taïrou Ouattara. Donc c'est une sorte de blanchiment d'argent, de vol et recel, d'association de malfaiteurs et détention d'illégal d'armes. Un important butin désormais entre les mains de la police du Folona qui invite les populations à une grande collaboration en ces moments difficiles pour notre pays. La police est là pour la population. Nous n'avons pas d'autre mission que sécuriser leurs personnes et leurs biens, assurer leur liberté d'aller et de retour, et que les renseignements, et que cette population croit que seul le renseignement, à travers le renseignement, nous pouvons vaincre cette menace qui pèse sur notre pays. En attendant de remettre les populations victimes dans leurs droits,
Madouni et ses complices iront méditer sur leur sort après avoir été présentés à la justice. Sport football CAN 2013, Mali, Nigeria et Ghana, Burkina Faso, ce sont là les deux affiches inédites des demi-finales de la 29e CAN en Afrique du Sud. Les Aigles du Mali se préparent sereinement à affronter les Super Eagles du Nigeria pour s'offrir une place en finale. Pour cela, ils doivent surtout hausser leur niveau de jeu. Khalifa Nama Traoré. L'équipe nationale du Mali est sans nul doute la grande attraction de cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations depuis sa qualification en demi-finale face au pays organisateur, l'Afrique du Sud. Joueurs et sélectionneurs sont toujours sollicités par les médias. Puisque le huis clos est imposé pour les entraînements, les journalistes de la presse malienne et internationale ne ratent point les rendez-vous à l'hôtel Nord-Biche, quartier général des Aigles. Concernant l'affiche Mali-Nigeria de la demi-finale, Patrice Carteron se veut serein. J'ai vu dans cette équipe du Nigeria tous les ingrédients pour aller très loin dans la compétition. Je l'avais dit à l'issue de notre match, quelle que soit notre la future équipe qu'on allait rencontrer, elle nous est aujourd'hui supérieure sur le papier. Le Nigeria nous est supérieur comme la Côte d'Ivoire nous était supérieure. Maintenant, à moi, dans les heures qui viennent, de trouver les ingrédients à la fois dans la récupération physique, dans la préparation tactique et dans le message à transmettre aux joueurs en termes de motivation pour arriver à élever tellement notre niveau qu'on se mettra au niveau de l'adversaire et qu'on essaiera vraiment d'aller chercher un exploit historique que tout le Mali attend depuis 1972. C'est en tout cas avec une énergie et une détermination inégalable qu'on va préparer ce match-là. Le sélectionneur prône l'union et la solidarité pour aller au bout de cette CAN. Vous avez peur du Nigeria? Non, j'ai pas peur, je les respecte. C'est juste un constat que je fais pour justement ne pas tomber dans le piège de se voir plus beau qu'on est. Il faut rester dans l'état d'esprit de ce qu'on a affiché contre le Congo, contre l'Afrique du Sud, où tout n'a pas été parfait. Mais j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des joueurs. Je sentais qu'il ne pouvait nous arriver que des choses positives à partir du moment où on est dans l'humilité, où on est dans le fait d'être bien organisé. On est l'équipe aujourd'hui dans cette compétition qui a concédé le moins d'occasions. On est l'équipe qui a gagné le plus de duels dans cette compétition au niveau des statistiques. Il faut s'appuyer dessus et mercredi se laisser porter par toutes les ondes positives qu'on sent depuis le Mali. On sait que l'ambiance est formidable. On a tellement envie tous de donner au Mali quelque chose d'extraordinaire. Mais pour arriver à ça, il faut rester dans l'axe qu'on s'est fixé. Rester humble, rester accessible aujourd'hui. À vous, la presse, à tout le monde, garder cette joie de vivre dans le groupe. Par contre, jouer mercredi un match non pas en se disant que c'est extraordinaire de jouer une demi-finale, mais être prêt à mourir sur le terrain pour offrir au Mali cette finale. L'atmosphère est bon enfant au niveau de la sélection nationale et les joueurs entendent bien franchir un autre palier, faire mieux qu'en 2012. Voilà, demain mercredi, les Aigles du Mali affronteront les Super Eagles du Nigeria pour une place en finale. Notre reporter Siragatou Sissé nous donne un avant-goût de cette demi-finale. Ce mercredi, les Aigles du Mali entameront l'avant-dernière marche vers le sommet. Ils auront pour mission de défendre le drapeau vert, jaune, rouge, symbole de l'unité nationale. Les Aigles du Mali sont tout proches du but, c'est-à-dire franchir cette haie de demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Depuis Yaoundé 112, les Aigles n'ont pas atteint la finale. Un long sévrage. Ils ont échoué à 4 reprises, 94, 2002, 2004 et 2012. Cette année sera-t-elle la bonne? En tout cas, la voie semble être libre. En Afrique du Sud, Seydou Keita et ses partenaires ont géré les matchs à leur façon, donnant parfois des frissons. Moi, personnellement, je ne comptais pas beaucoup, compte tenu de l'état de préparation de l'équipe et toute la situation générale du pays. Donc, honnêtement, déjà de dépasser le premier tour, c'était déjà honorable. Mais aller jusqu'en demi-finale, je pense que le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Quand on voit les matchs de l'Aigles du Mali, on voit quand même une équipe solide. Une équipe solide, pratiquement une équipe qui maîtrise son sujet.
Maintenant, le voyant jouer, on pense que l'équipe n'est pas mobile, l'équipe n'est pas spectaculaire, mais moi je pense que l'équipe malienne, c'est une équipe de compétition qui rentre bien dans les compétitions, peut-être timidement, mais vers la fin, ils sont toujours là. Sur le chemin menant au National Stadium de Johannesburg, champ de bataille pour le trophée doré de la CAN, ce dimanche 10 février, les Aigles du Mali doivent écarter les Super Eagles du Nigeria de Stephen Keshi, ex-sélectionneur du Mali, entre avril 2008 et août 2010. Il connaît par cœur la majorité des joueurs et vice-versa. Comment vont se présenter les retrouvailles? Stephen Keshi, maintenant il entraîne le Nigeria. Le Nigeria, c'est son pays. Il rencontre le Mali qu'il a eu à entraîner par le passé. Moi, je pense que c'est une source de motivation pour lui. Mais je pense qu'avant tout, il y a l'intérêt de la compétition qui est là, qui est la Coupe d'Afrique. Donc, ils sont en demi-finale. Il a une très bonne équipe qui est jeune, qui est mobile. Parce que ça, ce n'est pas un handicap, au contraire. Au contraire, on connaît déjà son style, comment est-ce qu'il manage son équipe. Donc, c'est à nous maintenant de jouer notre jeu. Et surtout de ne pas changer notre jeu, parce qu'on a en face de nous un entraîneur qui nous connaît. Les Aigles du Mali, animés d'un bel état d'esprit, ont su trouver un équilibre, créer de nouvelles complicités sur et hors du terrain, et s'inventer un langage commun, celui de la gagne. Voilà, donc à retenir Mali-Nigeria, coup d'envoi à 15h et 18h, on aura Ghana-Burkina Faso, 2 duels ouest-africains à suivre sur votre télévision nationale. Et c'est sur cet élément sport que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Tout de suite, l'émission sur la ligne de front avec Mohamed Touré, demain 10h, 13h, Nyanya Aliou Traoré. Quant à moi, je vous retrouve pour la grande édition du soir, tous derrière les Aigles du Mali pour le Djanjo national. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir.